Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 6 juin 2025, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui, et on commence par le divertissement du moment, et même le divertissement probablement de ces prochaines années, c'est la bagarre entre Elon Musk et Donald Trump. Alors pour l'instant ça se passe un petit peu mal pour les deux oiseaux parce que leurs deux actions chutent, surtout Tesla pour le moment. En gros ils se lancent des pics, il y a Donald Trump qui vire les subventions d'Elon Musk, Elon Musk dit que Trump est dans les dossiers Epstein et compagnie. Bref, à mon avis, on va continuer d'en entendre parler de cette histoire. On enchaîne avec les news Bitcoin maximalistes. On commence par K-Wave Media qui vend 500 millions de dollars d'actions ordinaires pour financer sa stratégie de trésorerie Bitcoin. K-Wave cherche à devenir le métaplanète de la Corée du Sud, selon un communiqué de la société. Encore une, j'ai envie de vous dire. On a aussi Semler Scientific qui a acquis 185 bitcoins supplémentaires pour 20 millions de dollars. La boîte de Trump, Trump Media, qui a déposé un formulaire auprès de la SEC pour son ETF Bitcoin Spot. J'étais passé à côté de ça, j'avais pas vu qu'il comptait lancer un ETF Bitcoin Spot. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. On a le CEO d'Uber qui déclare que l'entreprise prévoyait de proposer le Bitcoin et d'autres cryptos comme option de paiement à l'avenir. Cependant, Uber n'aurait pas l'intention de détenir ni d'investir dans les crypto-monnaies, mais souhaite uniquement offrir aux utilisateurs des options de paiement plus flexibles. De toute façon, tant qu'ils se font des thunes, ils sont ok, si ça peut leur apporter plus de clients, pourquoi pas. Je pense que c'est surtout ça la stratégie de Uber. J'ai vu une news autour de la Poste roumaine qui annonce le lancement d'un projet pilote innovant qui vise à installer des terminaux Bitcoin directement dans les bureaux de poste roumains. Ce projet est effectué en partenariat avec BTR Exchange Bitcoin Romania. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie à long terme de l'entreprise axée sur la transformation numérique et la modernisation des services traditionnels. Et après je me suis dit, oh c'est dommage, pourquoi nous on n'a pas ça en France? J'ai réfléchi un petit peu, j'ai repensé aux affaires d'enlèvement d'il y a pas si longtemps, je me dis que ce genre de distributeur, en fait, s'il y en a pas en France, ou très très peu, c'est pour une simple raison, c'est que il y a des gens qui vont camper pas loin des distributeurs, et ils vont vous péter la gueule. Il y a de grandes chances que ça se termine comme ça. Alors, ça peut déjà être le cas avec des distributeurs de billets, vous allez me dire. Mais bon, voilà, je sais pas ce que vous en pensez un petit peu de cette théorie, mais ça m'est passé par l'esprit quand j'ai vu la news. Je me dis que c'est peut-être pas faisable en France à cause de ça. Tiens, on va parler un petit peu de stratégie. Cette fois-ci, ils ont pas acheté du Bitcoin, non, ils vendent des accessoires Bitcoin, des cravates par exemple, des nœuds papillons orange Bitcoin pour seulement la modique somme de 80 $. Oh, c'est pas cher, c'est presque donné à ce prix-là. Et évidemment, on peut pas acheter ça en Bitcoin. Alors qu'il y a pourtant des options de paiement qui permettent. Il y a Coinbase qui permet de payer directement en Bitcoin par exemple, ou même dans d'autres cryptos. Pourquoi pas? Non, ces stratégies vont quand même pas accepter les shitcoins. Mais dommage qu'ils acceptent pas les paiements en Bitcoin. J'ai trouvé ça un peu étonnant de la part de Strategy. Après peut-être que ils font exprès, comme ça ils pourront dire qu'avec la vente de leurs trucs, ils vont acheter X Bitcoin. À mon avis, ils vont pas en vendre pour des millions des cravates, mais sait-on jamais, peut-être que je me trompe et qu'il y a énormément de gens qui veulent s'acheter une cravate Bitcoin. Circle a sonné aujourd'hui la cloche d'ouverture pour célébrer son introduction à la bourse de New York. Ça y est, c'est fait, j'en parlais dans les récents DeFi Actu, il y a eu des rumeurs au début, ensuite ils l'ont annoncé officiellement qui comptait être listé, et c'est chose faite, et d'ailleurs l'action de Circle a explosé dès sa première journée en bourse, c'est monté à 93 $, bien au-dessus de son prix d'introduction fixé à 31 $. Donc tout se passe bien pour le moment du côté de Circle. Je me demande si Tether va aussi tenter une entrée en bourse, ce serait de ce côté-là, ça pourrait être aussi assez spectaculaire, parce que certes Circle ils ont pas que l'USDC, mais c'est quand même le gros de leur business. L'USDT est tellement plus gros à côté, je me demande à quel point ça pourrait être valorisé, un truc comme ça. On a JP Morgan qui prévoit de proposer à ses clients des financements adossés à des ETF crypto. Assez ironique quand on se remémore que JP Morgan c'était une banque qui était anti-crypto au début, mais comme on dit, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc c'est une très bonne chose de la part de JP Morgan. Après, c'est pas encore fait, c'est pas encore dit,
mais ils prévoient de le faire. Mon Pèlerin par contre, eux, c'est déjà possible de faire des crédits lombards chez eux sur du Bitcoin et même de l'Ether, donc on peut déposer en collatéral du BTC et de l'ETH comme sur AAV typiquement, sauf que là on va pouvoir emprunter des devises fiat directement, euros, francs suisses, dollars. J'ai même regardé un petit peu les commentaires, il y a quelqu'un qui demandait si le yen c'était possible et ce serait possible a priori, donc c'est un outil qui va petit à petit je pense devenir... je sais pas si mainstream c'est le bon mot, mais vous avez l'idée qui va devenir de plus en plus accessible. Il y a encore un flou juridique sur tout ça, donc personnellement je ferai pas de crédit lombard, et en plus sur mon Pèlerin il faut quand même pouvoir emprunter 50 000 $ minimum, c'est le minimum pour un crédit lombard chez eux, et j'ai vu aussi que la LTV, la quantité que vous pouvez emprunter au maximum sur votre collatéral, c'est 40%. Je suis pas hyper étonné, sur une banque traditionnelle je m'attendrais à moins encore, vu que ça reste du Bitcoin, ça reste volatile. Après il faut savoir à quel pourcentage on se fait liquider, hein. C'est comme sur AAV, si on se fait liquider à 60%, c'est pas terrible je trouve. Donc pour ceux qui voudraient s'intéresser au crédit lombard, faudrait creuser un petit peu plus je pense, pas se lancer non plus à l'aveugle là-dessus, et renseignez-vous aussi auprès d'un avocat fiscaliste, hein. J'en connais pas donc démerdez-vous, mais bon moi je me dis juste que pour la France il y a de très grandes chances que vous payiez des impôts quelque part, parce que la France aime bien vous prendre un petit peu des sous, bon sauf quand vous êtes très riche, vous trouvez toujours des moyens de contourner. Allez, on enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour, il y en a pas beaucoup, et la première c'est presque une bonne nouvelle, on a une marketplace du Darknet qui s'appelle Biden Cash, ouais, comme le président américain Biden, qui a été saisi par les autorités américaines, 117 000 utilisateurs, 15 millions de cartes volées, donc pas des cartes Pokémon évidemment, hein, des cartes de débit, des cartes de crédit, 17 millions de dollars en revenus, et ils ont même pas lancé de token pour qu'on partage les frais du protocole. Non, parce que du coup avec 17 millions de revenus, ils auraient pu burn des tokens et tout, ça aurait été super bullish, à la petite blague par rapport à tous les protocoles qui font du buyback et compagnie sur leurs tokens. Ils ont leaké aussi, donc rendu public les informations de 3,3 millions de cartes, encore une fois, hein, pas des cartes Pokémon, des cartes de crédit, des cartes de débit. Donc bonne nouvelle dans le sens où ce genre de plateforme c'est pas très cool, hein. Si vous avez vos informations personnelles qui sont dans la nature, qui sont vendues sur ce genre de plateforme, hein, vous comprenez vite pourquoi c'est pas terrible, mais ce qui est malheureux dans tout ça c'est que le vice trouve toujours un chemin, et voilà, si Biden Cash ferme, il y aura d'autres plateformes dans le Darknet qui vont s'ouvrir. Voilà, les gens qui cherchent à faire des bêtises trouveront toujours le moyen d'en faire. C'est triste mais c'est comme ça. J'espère que ça limitera quand même les activités des utilisateurs du Darknet, cette saisie. Mais bon, malheureusement, on peut jamais en être sûr. Et la deuxième mauvaise nouvelle, qui est aussi plutôt une bonne nouvelle, en fait, quand je dis mauvaise nouvelle, c'est tout ce qui va être lié à des événements mauvais. Donc parfois on a des hacks crypto, il y a des protocoles qui perdent beaucoup de sous, parfois il y a des news où on voit que les protocoles arrivent à récupérer les sous, qu'au final c'était des hackers éthiques avec des guillemets. Là cette fois-ci c'est par rapport au kidnapping, enfin plutôt aux enlèvements, parce que c'était pas des enfants qui ont été enlevés, hein. Kidnapping c'est le mot enlèvement pour les enfants, kid, enfant, napping, faire une sieste. Me demandez pas pourquoi ils ont fait ce mot-là, les Anglais, très curieux. Mais bref, le commanditaire présumé des crypto-enlèvements qui ont touché plusieurs personnalités du secteur crypto a été interpellé au Maroc selon le Parisien. Âgé de 24 ans, il est aussi soupçonné d'avoir ordonné un premier enlèvement en région parisienne à l'été 2023. De ce que j'ai vu, il serait même lié à 5 enlèvements au total. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Et petit fun fact, mais là il n'y a pas le nom de ce fameux commanditaire sur le poste, mais ça m'a fait penser à un personnage dans le film Heureux Gagnant, voilà. Si vous avez vu le film, je pense que vous allez tout de suite faire le rapprochement. Si vous avez pas vu le film, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais ça va vous faire passer un bon moment. En tout cas, il y a Fabrice Eboué dedans, moi j'aime bien Fabrice Eboué. Pour une fois, ça change un petit peu, voilà. Si vous avez 2 heures, un de ces 4, regardez Heureux Gagnant, le film est vraiment sympathique. Bref, comme d'habitude, après les mauvaises nouvelles, on enchaîne avec les levées de fonds, et on commence par Elsa, un copilote crypto qui utilise de l'intelligence artificielle. Voilà, si jamais vous pilotez des avions, quoi que ce soit, ça peut vous aider. Alors, évidemment, je dis des conneries, hein, concentrez-vous, c'est pas un copilote pour les avions, c'est un copilote pour vos aventures sur la crypto, sur la DeFi, sur la DeF AI maintenant, comme on dit. Ouais, pourquoi pas. Je connais pas le projet, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Je trouve qu'on colle beaucoup trop facilement l'étiquette intelligence artificielle
sur des projets crypto, et à mon avis, d'ici 6 mois, 1 an, va y avoir, peut-être un peu plus, allez, 6 à 18 mois, on va prendre une fourchette un petit peu plus large, je pense qu'il va y avoir beaucoup de désillusions autour de certains projets, parce que ça aurait été marketé à fond avec de l'intelligence artificielle et compagnie, et derrière on se rendra compte que c'est un hamster qui appuyait sur des touches aléatoirement sur un clavier pour vous donner des réponses, voilà, ça générait une clé privée, et ça vous générait des réponses, j'en sais rien, je dis des conneries, mais voilà, je suis à peu près sûr qu'on aura des scandales qui tomberont sur ça pourrait être marrant. On a une plateforme d'agents d'intelligence artificielle gaming Launcher Capital qui lève 4 millions de dollars. Alors je suis pas contre les agents IA autour du gaming, enfin c'est pas vraiment ça, c'est plus je suis pas contre le fait d'implémenter de l'intelligence artificielle dans du jeu, que ce soit pour avoir des PNJ plus vivants par exemple, ou que ce soit pour demander bêtement où sont les collectibles dans un jeu, ce genre de choses, vous voyez, mais c'est déjà faisable en fait avec ChatGPT et compagnie, donc là je sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par une plateforme d'agents IA gaming, si c'est vraiment juste des chatbots, je vois pas trop l'intérêt, ça existe déjà quoi, alors peut-être que ça pourrait être intégré directement dans un jeu, mais... je sais pas, je suis pas hyper convaincu par l'idée. On a un protocole de récompense et de réputation on-chain Aura qui a levé 2 millions de dollars, Variational, une plateforme de trading de perpétuel en peer-to-peer, c'est pas souvent qu'on en voit, qui a levé 1,5 million de dollars. D'après leur description sur Twitter, ils sont backés par Coinbase, Dragonfly et d'autres gros investisseurs. On a aussi Free Jane, alors pas Free libéré, Free 1, 2, 3, hein, voilà le chiffre 3, donc 3 Jeanne en bon français, qui a levé 5,2 millions de dollars, une plateforme de prêt d'emprunt pas collatéralisé si j'ai bien compris. Alors bon, ce serait pour les États-Unis uniquement, donc ça nous intéresse un petit peu moins, mais voilà, ce serait un marché de crédit on-chain. Il me semble pas qu'il y ait de projet sur cette narrative pour l'instant qui existe, donc pourquoi pas. On a Rails aussi, un exchange crypto en self-custodial. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit oh ça a l'air intéressant. En fait, d'après leur description, c'est un énième protocole de perpétuel, une énième plateforme de trading. Donc bon, c'est bien, ils peuvent peut-être amener quelque chose de nouveau, mais voilà, je m'attendais à mieux quand j'ai vu la description sur Crypto Fundraising. Ils ont quand même levé 14 millions de dollars, il y a Kraken dans les investisseurs, je vois que GHZ suit déjà le compte de Rails, voilà, il est à fond autour des protocoles de perpétuel, donc pour ceux que ça intéresse comme lui, eh bien n'hésitez pas à jeter un œil du côté de Rails. On a PactSwap qui a levé 5 millions de dollars, alors c'est vendu comme un DEX cross-chain qui est sans bridge, donc qui n'utilise pas de bridge, je sais pas exactement du coup comment il fonctionne, mais voilà, c'est un DEX cross-chain pour du Bitcoin natif, de l'Ether natif et compagnie. Ça me rappelle un petit peu Torchain, donc peut-être que c'est sur cet écosystème ou que ça repose un peu sur la même idée. À voir, j'irai jeter un œil si j'ai le temps sur PactSwap parce que je trouve que c'est intéressant et je sais même pas si je l'ai dit mais ils ont levé 5 millions de dollars. On a OneKey qui a reçu un investissement de la part de Easy Labs, et d'ailleurs j'en ai un sous la main de OneKey. OneKey c'est un concurrent à Ledger, ils font des portefeuilles, j'avais fait un tutoriel à l'époque, il me l'avait filé gratuitement. Pour être honnête, là il y a plusieurs mois qui sont passés, je m'en sers toujours de ce portefeuille, si vous suivez les aventures sur la chaîne principale, c'est le fameux portefeuille de l'épargne. Voilà, j'ai stocké les stablecoins dessus, ça fonctionne bien pour ce que je lui demande d'en faire. Alors je suis quand même habitué à mon confort sur Ledger, mais honnêtement pour ce que j'en fais, j'ai exactement la même utilisation avec le OneKey, on peut le foutre sur Rabi, donc si vous utilisez des blockchains EVM, ça fonctionne très bien. Voilà, je suis pas du tout payé ou quoi que ce soit par OneKey, j'ai testé les deux produits, et honnêtement ils se défendent bien contre un Ledger, même si je crois que leur wallet il est 10 € plus cher que la Nano S+, donc attendez peut-être s'il y a des promotions, il y en a de temps en temps chez Ledger, donc je pense qu'il doit y en avoir aussi chez OneKey. Voilà, s'il y a des promotions, si vous n'avez pas de hardware wallet, il n'y a pas que Ledger dans la vie. OneKey font de plus en plus de partenariats par-ci par-là, donc à surveiller je pense, et là en plus ils reçoivent du soutien de la part d'Easy Labs. On a Momentum qui lève 100 millions de dollars. Je m'attendais pas à ça. Momentum, ils ont même pas 100 millions de TVL sur leur protocole, mais pour moi il y a une bonne raison à ça. C'est le hack de Cetus. Cetus c'était le plus gros deck sur Sui de très loin. Ils sont morts littéralement aujourd'hui, enfin presque mort, donc il y a un boulevard en fait, il y a une opportunité de fou furieux à saisir pour les autres DEX. Donc on a Bluefin qui ont leur pool de liquidité, mais ils ont déjà fait leur airdrop et compagnie. On a un truc qui s'appelle Magma mais c'est gaze.
Il y a Momentum, en fait. Momentum, c'est le meilleur candidat, en fait, pour devenir le gros DEX de la blockchain SUI. Et voilà, je pense que ça va les aider grandement, cette levée de 100 millions de dollars. Et pour ceux qui suivent aussi la chaîne principale, justement, j'ai fait une DeFi review très récemment sur Momentum, donc sacré timing quand même. Alors, dans la vidéo, je vais vous spoiler grandement la vidéo, mais dedans, globalement, je dis que les liquidités concentrées, c'est pas mon truc, blablabla. Je vais revenir sur ce que j'ai dit dans la vidéo, et je crois que je vais m'intéresser un petit peu aux liquidités concentrées pour une fois, hein, y a que les cons qui changent pas d'avis. Voilà, 100 millions de dollars de levée, je pense que je vais pas passer à côté. Je pense clairement que je vais farmer un petit peu Momentum. Allez, on enchaîne avec la minute DeFi, des actualités autour de la DeFi, ça dure jamais une minute, mais je vais pas renommer cette chronique, voilà, j'ai pas envie. On commence par un petit post que j'ai fait, il y a vraiment des gens qui farment un bridge en Big 2025, pas convaincu du move. J'ai eu quelques réponses sous les commentaires, voilà, du relais, du layer 0, du jumper. Jumper, c'est un agrégateur, relais, c'est un agrégateur, layer 0, c'est un protocole de messagerie, c'est pas des bridges tout ça. Personne n'a... En tout cas, j'ai pas eu de commentaires, peut-être qu'il y en a qui ont vu le post passer et qui ont pensé au bridge dont je parlais. Personne sous les commentaires de ce post a trouvé le bridge dont je parlais dans mon post, le bridge que je sous-entendais. Donc si vous l'avez sur YouTube, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je suis très curieux de savoir s'il y en a qui vont trouver le bridge que j'avais en tête en faisant ce post. Une grosse news du côté d'AAV, c'est le nouveau safety module qui s'appelle Ombrelle en bon français, parce que ça fait 3 fois que j'essaye de dire le mot en anglais, et à chaque fois je me foire, donc j'ai coupé ça au montage. Voilà, j'en ai eu marre. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ce module de sécurité? Eh bien, si jamais il y a un problème sur AAV ou quoi que ce soit, qui doivent rembourser des fonds pour une raison X ou Y, eh bien, ils vont piocher dans ce fonds, dans ce safety module. À l'époque, le safety module, c'était que du token AAV, ce qui est plutôt une mauvaise idée, parce que s'ils doivent rembourser, par exemple, 100 millions de dollars, vous vous doutez bien que les gens vont anticiper que les tokens AAV vont devoir être vendus et compagnie, ou alors qui vont être distribués, donc les gens vont vendre les tokens AAV. Bref, faire un safety module avec son token maison, c'est plutôt une mauvaise idée. Si ça représente 1%, 2% du safety module, à la limite, pourquoi pas, mais si c'est 100% du safety module, c'est pas une bonne idée. À présent, on peut déposer de l'USDC, de l'USDT, de l'Ether et du Go que sur Ethereum, mais bon, sur cet onglet on peut changer d'écosystème, donc je suppose que le safety module Umbrella, ça va être disponible sur d'autres blockchains après, et ici, si on dépose des stablecoins, forcément on a plus de risques, mais on a un rendement plus élevé, on récupère, il me semble que les intérêts bonus qu'il y a là-dessus, ça vient des rendements du protocole AAV, tout simplement, donc ça permet d'avoir un meilleur rendement sur des stablecoins. Par contre, on peut pas emprunter par-dessus, on a quand même le rendement du lending, mais on peut pas emprunter par-dessus ces tokens. Et là, je viens de penser à un truc, mais s'il y a un problème sur AAV, il y a des chances que toutes les liquidités soient empruntées, donc comment ils vont pouvoir rembourser les utilisateurs avec des tokens déposés sur AAV? Parce qu'on stake des AUSDC ou des AUSDT et compagnie, c'est les tokens déposés sur AAV. S'il y a un hack, qu'il n'y a plus d'USDC, qu'il y a plus d'USDT disponible, on va quand même rembourser les gens avec des tokens techniquement pas liquides? Faudrait voir la documentation pour savoir comment ça fonctionne un peu plus en détail. Et d'ailleurs, ce modèle-là, c'est pas nouveau. Je l'ai déjà vu sur la DeFi en 2021. AAV n'a rien inventé. Voilà, il y en a qui vont dire que Umbrella, c'est le futur, c'est nouveau. Non, que nenni, ce n'est pas nouveau. Il y avait un truc similaire sur Insurace à l'époque. Insurace, c'est toujours, je pense, un protocole d'assurance sur la DeFi. Ils sont plus ou moins morts parce que ils avaient peut-être un peu trop couvert le risque autour du dépeg de l'UST. Alors forcément, il y avait beaucoup de demandes, donc ils ont permis aux gens de se couvrir beaucoup, et ils ont dû rembourser quelque chose comme 20 millions de dollars, un truc comme ça. Et votre serviteur ici présent avait déposé des stablecoins sur le fonds d'assurance d'Insurace, et du coup j'ai remboursé les utilisateurs qui s'étaient couverts sur le dépeg de l'UST. Et fun fact, j'ai un ami qui s'était couvert sur ça, qui a été remboursé un petit peu grâce à moi au final.
Voilà, c'est une sacrée anecdote que j'avais autour de Terra. Je sais, je l'ai déjà raconté il y a longtemps, mais ça fait longtemps. Il y en a peut-être qui avaient pas écouté cette anecdote. Voilà, c'est quelque chose. Donc c'est pas nouveau ce que je vois du côté d'AAV, mais je trouve que c'est quand même un meilleur modèle. AAV ça reste quand même robuste, donc je pense pas qu'ils vont se retrouver dans un cas comme Insurace à devoir rembourser une somme énorme qui va quasiment vider leur fonds d'assurance. Jusqu'ici, ils ont même pas eu de problème en fait à AAV, donc pourvu que ça dure, et pour ceux qui sont prêts à prendre le risque, sur Ethereum en ce moment, du coup, vous pouvez choper plus de 10% sur du stablecoin, c'est pas mal du tout, et ça passe bien du coup dans le cadre d'une épargne, hein. C'est un sujet aussi dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur YouTube. On enchaîne avec Superlend, un autre protocole de lending, cette fois-ci sur Etherlink. Voilà, j'ai parlé un petit peu de l'écosystème Etherlink ces derniers temps, et ils vont proposer bientôt la possibilité de mettre en collatéral les vaults de chez Anji Protocol. Alors c'est des vaults un petit peu à la GMX V1, donc c'est des vaults où on va retrouver de l'exposition à des stablecoins, du Bitcoin, de l'Ether et le token de l'écosystème. Donc sur Anji Protocol c'est du Tezos. Donc voilà, on retrouve une exposition à ces 4 tokens. Je sais plus exactement comment c'est pondéré, mais je crois qu'il y a un tiers de stablecoin et pas mal de Bitcoin, d'Ether et 10%, 20% de Tezos dans l'équation. Voilà, donc on pourrait mettre ce genre de vault en collatéral pour emprunter par-dessus. Pourquoi pas, à voir ce que ça va donner quand ce sera implémenté. On a Vitalik qui a swappé des DAI vers de l'Ethereum. C'est bien une des premières fois que je vois ça. D'habitude, il va plutôt avoir tendance à vendre de l'Ether. Cette fois-ci, il a acheté de l'Ethereum. Il a échangé des DAI contre de l'Ether. Assez intéressant. Et il a même transféré des ETH et des USDC sur Railgun. Enfin, via Railgun plutôt. Du côté de la blockchain Base, on a maintenant deux nouveaux backés par Coinbase. On avait déjà le CBETH et le CBBTC. Maintenant, faites place au CBDoge et au CBXRP. Il y a aussi des pools de liquidité autour de tout ça du côté de Aerodrome. Comme c'est tout beau, tout frais, il y a peut-être des stratégies à faire en pseudo delta neutre autour de ces tokens. Ou pour ceux qui aiment farmer les pools de liquidité concentrés, il y a probablement des trucs à faire. C'est pas trop mon domaine, donc je laisse ça à ceux qui sont hyper à l'aise avec ce genre d'outils. Moi, personnellement, je n'irai pas m'embêter avec des pools autour de Doge et de XRP. Bon, poursuit pour Momentum, je vais sûrement rester sur des pools de stablecoin, faire des trucs assez simples, mais voilà, des nouveaux choix, des nouvelles possibilités sur l'écosystème Base. D'ailleurs, attendez, j'aurais dû mettre une autre news à la suite, c'est Universal. Donc Universal, c'est ceux qui émettent sur Base déjà le UXRP, le USUI, le USolana, le UDoge. En fait, ils permettent de bridger, d'envoyer des tokens de certains écosystèmes vers Base, vers Ethereum aussi, il me semble, et à présent sur Solana. Donc c'est cool sur le papier, après c'est bien d'amener 80 tokens sur un écosystème, faut qu'il y ait des liquidités pour que ça suive. Parce que si vous emmenez un token sur un écosystème et qu'il n'y a aucune pool de liquidité, bon bah il y a assez peu d'intérêt d'avoir ce token là sur une toute nouvelle blockchain. Donc à voir ce que ça va donner sur Solana. Bon, il y a quand même beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de volume sur cette blockchain, donc probablement qu'ils arriveront à trouver leur public. Et puis voilà, le fait que Coinbase lance le CBXRP et le CBDoge, je pense que les gens vont clairement se tourner vers les options de Coinbase plutôt que le UXRP et le UDoge de chez Universal. Ensuite, on enchaîne avec Hyperliquid. On a Curve Finance qui s'est déployé là-bas. Je sais même plus si j'en avais parlé. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il y a quelques millions de dollars de TVL. Par contre, les rendements sont proches de 0%. Alors, on a quand même des points à farmer sur certaines pools de liquidité. Mais bon, honnêtement, moi, je suis pas trop un farmer de points. Pour ceux qui farment une potentielle saison 2 d'Hyperliquid, je peux comprendre que vous alliez sur ce genre de pool de liquidité. Mais ouais, moi, ça m'inspire pas trop d'avoir 1% annualisé sur du stablecoin. Une bonne nouvelle sur Hyperliquid, là on parle du protocole de perpétuel, le HLP est passé de 150 à 420 millions de dollars en TVL en seulement 2 mois, marquant un retour impressionnant après la crise liée au token Jelly. Alors je sais pas si c'est un ATH sur ce HLP, mais 420 millions de dollars, ça m'a l'air d'être quand même pas très loin d'un ATH pour ce HLP. Forcément, plus il y a de liquidité déposée et plus la part de gâteau, plus les revenus générés par ce vault vont être un petit peu dilués, mais c'est quand même une bonne chose qu'il y ait beaucoup de liquidité sur ce
HLP, parce que c'est un des piliers d'Hyperliquid justement, c'est le fait d'avoir beaucoup de liquidité sur ce vault pour permettre aux traders d'avoir le moins de slippage possible en utilisant leur protocole. Chez la concurrence, chez Vest Exchange, qu'est-ce qu'on a? Alors ils introduisent la possibilité de mettre en collatéral des assets loqués. Alors je vous le dis tout de suite, je suis pas sûr d'avoir bien compris la news, mais il me semble que en gros, ça va permettre de mettre en collatéral de l'Ether staké, ce genre de choses. Pour l'instant, il faut faire une demande au protocole en disant qu'on a tel token, telle quantité. C'est précisé aussi que le token doit être liquide, donc c'est pour ça que moi j'ai pensé à l'Ether staké de chez Lido. Mais voilà, on pourrait potentiellement mettre en collatéral des assets qui génèrent du rendement sur Vest Exchange. J'ai trouvé ça intéressant. On a Paradex Network aussi, j'en parle pas du tout de celui-là, je sais qu'il y a Doge Playmid qui en parle beaucoup sur X, c'est un concurrent encore à Hyperliquid et compagnie, un autre protocole de perpétuel, et depuis peu de temps on peut déposer des USDC chez eux directement depuis Solana. Alors c'est un petit peu particulier Paradex, c'est un peu comme DYDX, ils ont leur propre écosystème, leur propre blockchain, donc on est obligé de bridger vers leur blockchain pour déposer des fonds chez eux, donc normalement il y a un petit peu de frais quand on va déposer depuis n'importe quel écosystème, on a quand même pas mal le choix. En tout cas, je trouve ça cool qu'ils aient rajouté une nouvelle possibilité, voilà, on peut bridger depuis Solana directement chez eux en passant par leur interface utilisateur. C'était potentiellement déjà faisable avant vu qu'ils précisent que c'est bien depuis leur interface utilisateur. Tiens, il y a Alakazu qui l'avait partagé sur Discord, Jumper est live sur une nouvelle blockchain. Alors ceux qui regardent l'écran, vous le savez déjà, mais il y en a qui écoutent les formats d'actu. Essayez de deviner, voilà, je vous laisse quelques instants, essayez de deviner quel écosystème c'est. Eh bien, c'est OPBNB. Voilà, c'est pas la Binance Smart Chain, non, c'est le Layer 2 de la Binance Smart Chain que personne n'utilise a priori, mais pas si personne que ça, vu qu'ils sont listés sur Jumper Exchange. Écoutez, pourquoi pas hein, d'ailleurs, j'entends plus du tout Binance parler de cet écosystème, j'ai l'impression qu'ils ont foutu ça un peu sous le tapis, il y a rien qui se développe là-bas, c'est dommage, c'est comme ça. Hein. Une autre blockchain qui n'est pas un Layer 2, mais c'est tout comme, c'est Berachain. Ça y est, la mise à jour Pectra est live sur Bera, alors bon, comme c'est Berachain, ils ont appelé ça Bectra avec un B, hein, parce qu'ils aiment bien mettre des B partout, c'est marrant, hein, Berachain, on met des B partout. Donc pour une blockchain, pour un layer 1 EVM compatible qui se disait révolutionnaire parce qu'ils ont le proof of liquidity et compagnie, honnêtement, hein, ils agissent exactement comme tous les layer 2 d'Ethereum, donc je vois pas trop la différence entre un Berachain et un Optimism, un Arbitrum, même une Binance Smart Chain, hein. Pour moi c'est la même merde. En tout cas, en termes d'expérience utilisateur et aussi les fonctionnalités qu'ils proposent, j'arrive pas à voir de grosses différences. Le Proof of Liquidity c'était vraiment du marketing. Enfin bref, nouvelle fonctionnalité du côté de Berachain, c'est quand même cool. Bon après ça va être pour tous ceux qui ont des smart wallets et compagnie. On enchaîne maintenant avec un mini point airdrop, ça y est, on y est enfin, j'ai terminé la minute DeFi. On commence par l'airdrop de Lagrange, je l'ai pas du tout farmé, mais il y a le retour d'expérience de 0x Simoni qui est pas mal du tout, seulement 36 tokens LA pour lui, donc à 28 centimes le token, ça fait un airdrop de quoi, à peine 10 $. Les utilisateurs de Binance Alpha ont reçu 160 tokens LA sans jamais avoir entendu Lagrange de leur vie, besoin de ce KYC à moitié, je sais pas ce qu'il entend par ça, besoin d'un VPN pour plusieurs pays, bon ça c'est assez classique, c'est assez commun, 4 $ de frais pour claim, ça c'est moins commun mais bon c'est pas non plus la première fois, par contre 4 $ pour claim un airdrop qui vaut 10 $, ça fait mal, hein, ça pique un petit peu. Les modérateurs sont infects. Bref, a priori, plutôt une catastrophe cet airdrop de Lagrange. Est-ce que c'était aussi le cas pour vous ou est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont une bonne surprise de ce côté-là? J'ai vu aucun retour positif sur l'airdrop de Lagrange, mais peut-être sait-on jamais qu'il y en a qui ont eu une bonne nouvelle. Il y a des rumeurs autour de Pump.Fund qui pourrait lancer un token Pump avec une FDV de 4 milliards de dollars et il chercherait à lever 1 milliard de dollars en vendant 25% de la supply. Donc ce serait un lancement un petit peu à la Jupiter pour ceux qui ont suivi comment ça se passait. Je saurais pas trop l'expliquer, mais en gros on pouvait acheter le token au début. Ok, pourquoi pas. Ça fait un moment qu'il y a des rumeurs de Pump.Fund qui pourrait lancer un token.
Ça arrivera peut-être, mais enfin, je pense que le jour où ça arrivera, ils seront probablement sur la pente descendante. C'est concurrentiel, c'est pas la seule plateforme à faire des mêmes coins, et surtout, je pense pas que ce soit un truc d'avenir non plus. On a Réservoir, la saison 1 est terminée. Réservoir, pour rappel, c'est ceux qui ont le bridge relay et surtout le stablecoin RUSD. J'ai l'impression que cette saison 1 s'est tournée autour que de leur stablecoin, donc saison 1 terminée, il y a une saison 2 qui va se lancer évidemment. On aura bientôt des news sur le TGE, donc le lancement du token, sur l'airdrop. Peut-être que ça arrivera après la saison 2, à voir. En tout cas, à la fin de leur post, ils disent que ceux qui ont participé à la saison 1 et qui continuent de farmer sur la saison 2 recevront un boost de 20% de loyauté pour chaque point gagné sur la saison 2. Donc écoutez, si vous avez déjà farmé un petit peu du côté de Réservoir, si vous avez toujours des rendements croustillants, parce que moi je vais vers ça, sur Pendle il y avait des rendements sympathiques à prendre par exemple, donc si vous trouvez toujours des rendements sympathiques sur ce stablecoin, autant continuer encore un peu. On a World Liberty Financial, ça aussi ça a été partagé sur Discord, ils ont airdroppé 47 USD1 aux détenteurs de token World Liberty Financial, ou aux gens qui ont participé à la presale. Il me semble que c'est aux détenteurs de tokens, mais j'ai un doute. De toute façon je crois que c'est la même chose de dire les détenteurs ou ceux qui ont participé à la presale, parce qu'il me semble que le token n'est pas encore échangeable. Par contre, l'USD1, lui, il est échangeable, et ça avait été annoncé il y a un petit moment qu'ils allaient faire un airdrop de leur stablecoin à ceux qui ont participé à la levée de fonds de World Liberty Financial. Donc voilà, ils ont concrétisé ce qu'ils avaient dit, l'airdrop a été fait. C'est assez rare, des airdrops de stablecoin, mais comme quoi, il y a de tout sur la DeFi, ça arrive aussi. Et on termine par le même du jour. Je viens de vous parler un petit peu de Pump.fun, ça va être lié à ça. On a un père très responsable qui diffuse la naissance de sa fille Solana, déjà ça commence bien, en live stream sur Pump.fun et sort plusieurs meme coins. Les holders du token PregoWife ont spammé le chat avec des pushs pendant que la femme était en travail pendant des heures. Ils ont assisté à l'ensemble de l'accouchement. PregoWife a atteint une market cap, attention tenez-vous bien, de 86 940 $ avant de chuter de 89%. Un classique. Le couple de Washington a alors lancé un second meme coin sur PumpFun, Sol Baby. Le père a dit qu'il voulait juste faire quelque chose d'historique en faisant de sa fille la première personne née sur la blockchain. Une news de plus qui me fait dire qu'on est toujours dans le scénario d'Idiocratie. Le film, je crois qu'il est sorti en 2009, et en gros c'est un personnage qui se retrouve 1000 ans après, quelque chose comme ça. Donc là on est en train de progressivement aller vers ça. Ça fait un petit peu peur, mais c'est le genre d'événement qui me confirme que ça y est, c'est ancré, on peut plus faire de retour en arrière, c'est fini, maintenant il faut juste subir et se dire que le film se passe dans très longtemps. Avec un peu de chance, la technologie ne va pas évoluer assez vite pour que on connaisse cette époque qu'on n'a pas envie de connaître. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce format. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.